Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 20 juin 2024. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail, consacré aujourd'hui aux espaces de dialogue sur le travail. Ce webinaire est réalisé en partenariat avec la MGEN, partenaire de longue date de l'ANACT sur les démarches de prévention dans la fonction publique. Les espaces de discussion sur le travail se développent dans les trois versants de la fonction publique, notamment dans le cadre de démarches de qualité de vie et des conditions de travail, et ils constituent une modalité privilégiée pour penser le travail de demain. Qu'est-ce qu'apporte une démarche de dialogue sur le travail? En quoi se distingue-t-elle des autres lieux d'échange collectif dans les organisations? Cette démarche nécessite-t-elle des prérequis? Dans ce webinaire, nous illustrerons par un exemple au sein d'un groupe hospitalier la manière de mettre en place et d'animer des espaces de discussion sur le travail. Nous en dégagerons également quelques conditions de réussite. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir à distance nos invités de l'AP-HP, l'Assistance publique et hôpitaux de Paris, Pierrelle Boursali, adjointe à la directrice du département SQVCT de l'AP-HP, Elsa Kermorvan, médecin et chef de service adjoint du service de néonatologie de l'hôpital Necker, et Charlotte Patiot, cadre de santé puéricultrice de ce même service à Necker. Merci et bienvenue à vous. Dans un premier temps, bonjour. Dans un premier temps, Pierrelle Boursali nous expliquera dans quel contexte est né le projet d'espace de dialogue sur le travail, comment il s'est construit, avec quels principes et quelles en sont les grandes caractéristiques. Puis Charlotte Patiot et Elsa Kermorvan illustreront la démarche en témoignant de leur expérience au sein du service de néonatologie de l'hôpital Necker. Enfin, nous reviendrons avec Pierrelle sur les conditions de réussite et les points de vigilance à avoir pour se lancer dans une telle démarche. Nous répondrons également à quelques questions que vous pouvez poser tout au long de ce webinaire dans le fil de discussion. Et Anne, qui est à mes côtés, que vous ne voyez pas justement dans le champ, interviendra au long du webinaire pour nous transmettre quelques questions. Alors, je vous propose sans plus attendre de rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous allons projeter le support. Voilà, merci. Alors, Pierrelle, est-ce que vous pouvez nous dire déjà au départ dans quel contexte est née cette démarche? Oui, bonjour à tous. Alors, le projet EDT, il est né au sein de l'AP-HP en 2020, suite à la première vague Covid. L'AP-HP est alors au front de la crise sanitaire déjà depuis plusieurs mois. Et des réflexions s'engagent à ce moment-là dans les services et au siège sur la manière de pérenniser la dynamique de cohésion qui porte les équipes les premiers mois de la crise. Et parmi les aspirations qui sont exprimées par les professionnels à ce moment-là, remonte le souhait de parler de leur travail, de leur vécu et aussi de leurs besoins pour bien travailler. Et bien sûr que ces besoins soient pris en compte. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, on est en 2024, est-ce que la situation est toujours la même? Ben oui, ces aspirations sont toujours là. Et d'ailleurs, les résultats du baromètre interne qui a été diffusé en fin d'année 2023 au sein de la PHP en atteste, puisqu'on a toujours un professionnel sur deux qui pense que les dysfonctionnements de son service ne sont pas suffisamment analysés et traités en équipe. Et on a également un professionnel sur trois qui considère que son supérieur hiérarchique n'est pas suffisamment à l'écoute et ne prend pas suffisamment en compte ses avis et idées. En tout cas, les avis et idées des professionnels. Alors, je reviens en 2020, mais c'était pour vous montrer que ce qui était une préoccupation d'alors est toujours une préoccupation à l'heure actuelle. Donc, en 2020, des services engagent spontanément des expérimentations qui s'apparentent déjà à ce qu'on a appelé ensuite des espaces de dialogue sur le travail. Et ils s'engagent à ce moment-là avec l'appui d'un fonds d'innovation interne qui s'intitule le fonds Après, qui leur permet d'être accompagnés. Et au siège également, on engage un premier projet de recherche-action cette année-là, donc en 2020, puis un deuxième l'année suivante pour tester différentes approches et valider l'intérêt de ces démarches dans notre environnement hospitalier. L'objectif, c'est à la fois de développer des méthodes de management plus participatives, d'aider les équipes à mieux travailler ensemble, notamment entre équipe médicale et équipe paramédicale, mais aussi à trouver des solutions aux problématiques du quotidien. Et les retours des expérimentations qu'on a alors auprès d'une vingtaine de services sont très concluants.
Alors, bien sûr, il n'y a pas de baguette magique, mais on observe un engouement des équipes et de l'encadrement pour ces méthodes d'animation qui permettent de donner la parole aux professionnels, quel que soit leur métier, leur grade, leur statut, et de créer aussi davantage d'horizontalité dans les services. Donc, ça permet à la fois de redonner du sens au travail en permettant aux professionnels de participer aux décisions qui concernent leur travail. Alors, en décembre 2022, le déploiement des EDT est inscrit dans le plan d'action de la Direction générale de la PHP qui s'intitule 30 leviers pour agir ensemble. Et l'objectif est posé de développer, donc, au travers de ces démarches, la cohésion des équipes et bien sûr d'améliorer la qualité de vie au travail des professionnels et la prise en charge des patients. Donc, depuis novembre 2023, c'est là où nous en sommes, nous déployons donc désormais des formations au sein de la PHP pour accompagner les services dans la mise en œuvre de ces espaces de dialogue sur le travail. Merci. Peut-être que Oui, Oui. allez-y Pierrelle. Merci pour avoir resitué le contexte de départ. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire finalement, pour vous, à la PHP, qu'est-ce que c'est qu'un espace de discussion sur le travail? En effet, la manière de parler de ces espaces de dialogue sur le travail, puisque il s'agissait de retranscrire la dimension quand même très, très opérationnelle, hein, et c'était tout à fait important. Donc, on les a définis de la manière suivante. Donc, les EDT sont, selon nous, des temps d'échange réguliers en équipe qui visent à parler du fonctionnement et de l'organisation des services pour identifier des problèmes concrets du quotidien et surtout trouver ensemble des réponses pour améliorer, bien sûr, la qualité de vie au travail des professionnels, mais aussi, comme on l'indiquait, la prise en charge des patients. Donc, on n'est pas du tout sur des réunions de services traditionnels, notamment parce qu'il n'y a pas d'ordre du jour. On n'est pas non plus sur des groupes de parole. Il ne s'agit pas seulement de s'exprimer, mais bien de construire ensemble des réponses. On n'est pas non plus sur du co-développement ou de l'analyse de pratiques professionnelles, puisqu'on est sur des choix de sujets qui concernent tout le monde, qui sont vraiment collectifs. Et on est sur un espace de dialogue qui est très structuré et qui est vraiment dédié au fonctionnement des services. Donc, on est sur des temps qui sont collectifs, qui sont pluriprofessionnels. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait, hein, d'engager les choses de cette manière-là, à l'issue des expérimentations qui ont été conduites, comme je l'indiquais, dans une vingtaine de services. On est sur des temps qui sont réguliers. Il s'agit vraiment de les inscrire dans le fonctionnement des services. On est sur des temps qui sont participatifs, structurés et constructifs, au sens où l'idée est qu'ils aboutissent à la mise en œuvre d'actions. Donc, on distingue au sein de la PHP deux types d'EDT. On a les EDT qu'on a qualifiés de à froid et ceux de à chaud. Alors, les premiers, ce qu'on appelle les EDT à froid, correspondent à des temps qui se tiennent le plus souvent à fréquence mensuelle, donc sur une durée environ d'1 heure. Et les deuxièmes, à chaud, correspondent davantage à des temps hebdomadaires qui sont sur des temps beaucoup plus courts, de 15-20 minutes environ. Qu'on peut dire, c'est que les deux sont très complémentaires et d'ailleurs, on observe que la plupart des services qui s'engagent dans la démarche finissent par mettre en œuvre ces deux types de DT, reconnaissant que les premiers, donc à froid, permettent d'aborder davantage des projets structurants, mais qui nécessitent aussi un certain temps pour pouvoir rentrer dans l'analyse et trouver des solutions. Et les deuxièmes permettent de réguler au fur et à mesure l'activité quotidienne et de dénouer des petits sujets avant que ça devienne des gros problèmes. Alors, ce qu'on peut juste dire quand même, c'est que grâce aux expérimentations qu'on a conduites, on en tire plusieurs enseignements, mais peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure, mais ce qu'on peut dire, c'est que animer des EDT fait partie du rôle de l'encadrant, et ce d'autant que des décisions d'organisation se prennent lors des EDT. L'animation en binôme est utile pour représenter les différents métiers exercés au sein des services et en pratique, au sein de la PHP, dans un service de soins par exemple, les EDT sont souvent co-animés, donc comme Charlotte et Elsa pourront l'expliquer, mais par un chef de service ou son adjoint et un cadre de santé. Et la co-animation permet de se répartir les rôles, donc à la fois
celui qui anime, régule les échanges, peut-être celui qui prend plutôt des notes, et aussi de sécuriser l'animation et permet notamment d'avoir un relais en cas de besoin. Alors, si on nous dit souvent que finalement c'est plus facile que ça en a l'air, il y a quand même des principes, des étapes et des techniques d'animation qui nous semblent importantes à respecter pour que ça se passe bien et que cela porte ses fruits. Et c'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de dire aux encadrants comment faire. Il est essentiel, selon nous, de les former et de les accompagner dans les premières animations. Et donc, ce que l'on fait désormais depuis la fin d'année dernière, donc, au sein de la PHP. Alors, je vais juste donner quelques exemples et puis après, je passerai la parole à mes collègues. Mais en termes d'organisation, il est essentiel, selon nous, de ritualiser les EDT. Par exemple, de poser un principe qui est qu'on se retrouve tous les premiers lundis de chaque mois pour un EDT à froid. Ce qui nous semble important aussi, c'est de sanctuariser donc, ces temps-là, donc ne pas les faire sauter à la première occasion, puisque l'enjeu, c'est vraiment de maintenir une régularité et ça fait partie du cadre qui permet d'ancrer la démarche dans la durée et de produire des effets. En termes d'animation, de la parole dans ces temps-là, et c'est très important de favoriser vraiment la participation de tous, d'écouter leur point de vue avec impartialité et surtout, ce qui est un exercice, de se départir de son propre point de vue sur ce qui pose problème et sur ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation. Mais je suis sûre que Charlotte et Elsa vont parler beaucoup mieux que moi. Alors, je vous interromps. Merci Pierrelle, et je crois que nous avons une question. C'est ça, je prends une question qui, à mon avis, aide à la compréhension et puis je garde les autres pour la suite du témoignage. C'est pour revenir sur la différence entre espace de discussion sur le travail et analyse de la pratique et l'articulation entre les deux. Et puis on garde les autres questions à la fin du témoignage. D'accord. D'accord. Alors, dans l'analyse de pratique, donc c'est une question assez technique, je ne sais pas à quel point vos auditeurs sont familiers de ces différentes approches, mais il y a généralement un principe de on choisit une situation qui a été vécue par l'un des participants au groupe d'analyse de pratique le jour J, et on va aborder cette situation sous l'angle du vécu de la personne qui relate la situation. Là, dans un EDT, il s'agit de choisir une situation collective et on ne va pas rentrer dans le vécu individuel, bien sûr qu'il peut s'exprimer au cours des échanges, mais l'objectif est vraiment d'aborder un sujet collectif et de manière collective pour réfléchir à la manière d'avancer sur le sujet et donc de mettre en place des actions d'amélioration des points irritants qui peuvent remonter dans la manière de travailler ensemble. Et merci Pierrelle, et me semble-t-il aussi avec une caractéristique particulière des espaces de dialogue qui sont mis en place à la PHP, qui est l'animation par un binôme d'encadrement. Bien sûr, qu'on ne retrouverait pas dans des groupes d'analyse de pratique en général, quoi. Oui, bien sûr. Merci de le rappeler. C'est en effet une différence tout à fait essentielle. Donc, l'animateur n'est pas un tiers extérieur au service. C'est bien donc un rôle qui est donné du coup aux encadrants médicaux et paramédicaux pour ce qui concerne les services de soins, mais administratifs également pour les services de soins. Hors soins, pardon, puisque notre déploiement ne concerne pas que les services de soins. Nous sommes en train de déployer des formations qui sont destinées à tous les services de la PHP. D'accord. Merci beaucoup. Merci Pierrelle. Nous reviendrons tout à l'heure un peu sur les enseignements généraux que vous avez d'ores et déjà tirés d'une première vague de déploiement. Nous allons passer maintenant au témoignage d'un service de la PHP, le service de néonatologie de l'hôpital Necker, avec donc Elsa Kermorvan, médecin et chef de service adjoint de ce service, et Charlotte Patiot, cadre de santé puéricultrice de ce même service. Alors, Elsa et Charlotte, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes rentrés dans cette démarche qui vous était proposée par la direction et le service SQVCT? Avez-vous vu dès le départ des opportunités? Aviez-vous des appréhensions également? Je pense que c'est important
que vous nous racontiez en fait ce point de départ, et puis si vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait et là où vous en êtes aujourd'hui. On va reprojeter le diaporama, merci. Alors, en fait, tout a commencé même avant l'appel à candidature de l'AP, puisque à l'occasion d'un webinaire sur QVCT, à l'AP, il avait été, avait été invité Mathieu Deschessard, je crois que vous le connaissez, hein, qui est PU en management à Nantes et qui avait fait une conférence sur les espaces de dialogue sur le travail qui est absolument lumineuse, hein, que je recommande à tout le monde. Elle est toujours disponible sur YouTube. Et clairement, cet outil nous est apparu comme un outil très important pour améliorer le fonctionnement du service, la qualité de vie dans le service, dans le contexte qu'on va vous expliquer après. Et puis, quelques mois après ce webinaire, est venu l'appel à candidature et il nous est paru évident qu'il fallait nous porter candidat et donc on a pu bénéficier de la formation de l'AP en décembre, une formation qui est très bien faite. Peut-être Pierrel pourra y revenir après. Si vous voulez, on peut passer sur le diaporama pour vous présenter un peu le service. Merci. Donc, nous, on est un service de néonatologie et réanimation néonatale assez grand, hein, puisque c'est un service de 63 lits, dont 40 lits de réanimation et soins intensifs néonatales. Ce service regroupe plus de 180 personnels, hein, en tout, et son activité est centrée sur la prise en charge des nouveau-nés avec malformation congénitale et nouveau-nés prématurés complexes qui nécessitent des interventions. Donc, on a une activité médico-chirurgicale, à peu près 1400 admissions par an, avec des organisations complexes, hein, qui vont concerner la gestion du matériel, les médicaments, la prise en charge de l'urgence vitale, beaucoup d'interactions avec les autres services, notamment le bloc, l'imagerie, etc. Vous pouvez passer, si vous voulez, la diapo suivante, avec le contexte dans lequel on a mis en place les EDT. C'était un contexte de souffrance, comme dans la plupart des services de néonatologie en France, avec des taux d'occupation très élevés. En plus, pour nous, une architecture défavorable, notamment en réanimation, avec peu de chambres seules. Beaucoup d'intervenants extérieurs, hein, puisque on a une activité de recours assez importante, donc beaucoup d'intervenants qui soient chirurgiens ou médecins d'autres spécialités. Et aussi la nécessité, étant donné les taux d'occupation élevés et une pression assez importante pour les entrées, la nécessité de faire beaucoup de mouvements entre les différents secteurs de réanimation, soins intensifs, pédiatrie néonatale, etc. Souvent dans l'urgence, puisque on est amené à prendre en charge des enfants très souvent de façon non programmée, à partir de la maternité ou bien d'autres services de néonatologie. Et en même temps, on a toujours, hein, des enjeux de fidélisation importants, hein, comme partout en néonatologie, il y a un turnover très important des infirmières. Et puis, depuis le Covid, un absentéisme court qui est monté en flèche, hein, qui est passé de 1 à 6%. Depuis 2021 et depuis l'été 2022, des fermetures de lits sans précédent en raison du manque de personnel infirmier. Avant, on n'enfermait jamais de lits, même en été. Et là, depuis l'été 2022, on a en permanence des lits fermés, comme dans beaucoup d'autres services de néonatologie. On va passer à la diapo suivante et je vais donner la parole à Charlotte pour la mise en place des EDT.
Donc, les EDT, ils ont été mis en place en néonatologie depuis décembre 2023, date à laquelle nous avons été formés avec Elsa. Et puis ensuite, nous avons eu 2 EDT avec les formateurs, ce qui nous a permis de nous mettre en route et de voir le fonctionnement. Le roulement dans le service, on fait un EDT par secteur, c'est-à-dire que pendant 3 mois, on est sur un secteur différent à chaque fois. Et le 4e mois, on fait un EDT avec l'ensemble des unités parce que la communication peut être aussi problématique entre les différentes unités et ça nous permet de réintroduire un peu de dialogue. Ça, on a laissé la possibilité d'être en présentiel ou en visioconférence car nos professionnels habitent loin pour beaucoup et faire 1 heure et demie de route pour 1 heure de présence, c'est pas forcément efficace pour eux et ça nous permet d'avoir plus de monde. Les réunions sont également en visio, donc c'est un système hybride qu'elles connaissent et qu'il est plutôt facile de mettre en place dans le secteur. On n'a pas eu de difficultés sur cette mise en place et on réussit malgré tout à les mobiliser et quand elles sont en visio, à ce qu'elles soient aussi dynamiques qu'en présentiel. Pour que ça fonctionne, il y a une communication qui a été mise en place, puisque on peut donner des dates, mais elles sont facilement oubliées. Donc on fait des rappels. Il y a des affichages dans les postes de soins, dans chaque poste de soins, et puis il y a une newsletter par semaine pour les équipes. Donc ça leur est rappelé la semaine précédente avec le lien visio, de façon à ce qu'elles n'aient pas de difficulté pour se mettre en visioconférence. Au niveau du bilan, donc, on a fait 6 EDT depuis la mise en place, 2 sur les soins intensifs, où les sujets ont été notamment le manque de matériel et de médicaments, 2 en pédiatrie néonatale, qui est l'équivalent de l'hospitalisation conventionnelle, où là, on a pu aborder des difficultés de la part de l'équipe dans la prise en charge de l'enfant qui se dégrade, où elles ont des difficultés à faire face à l'augmentation de la charge en soins quand il est impossible de transférer les patients. Et le second, c'était des difficultés quand on a des enfants qui doivent descendre en examen. Donc là, c'est un travail avec l'équipe d'imagerie qui va se mettre en place. Et on a eu un EDT en réanimation qui a porté sur l'entraide et la participation dans le travail commun de la part de l'équipe. Et puis sur l'ensemble des secteurs, on a parlé de difficultés de l'équipe dans la prise de difficultés de communication au sein du service, notamment au niveau des mouvements intersecteurs. Donc là, elles évoquaient toutes les mêmes difficultés. Donc ça nous a permis de mettre différentes choses en place, notamment une feuille de staff qui permet d'avoir un support de communication qu'on peut transmettre aussi bien à l'équipe paramédicale que médicale. Donc ça fait un document commun. On a mis en place des téléphones. Donc, on a une infirmière de coordination sur chaque secteur, ce qui nous aide puisqu'elles peuvent communiquer entre elles. Elles ont le DECT les unes des autres et le médecin sait qui appeler directement et c'est le point de relais au sein des équipes puisque quand vous avez une équipe avec 8 infirmières dans la journée, ça peut être compliqué. Et il y a eu un logigramme mis en place de façon à savoir qui doit appeler qui, quand on a des entrées, des départs, et puis pour faire les points réguliers dans l'unité. Alors, on peut passer maintenant un petit peu sur... Oh, pardon, vous vouliez Oui, je crois qu'il y intervenir a une question à ce stade-là, avant peut-être de passer au bilan que vous en tirez. Alors, Anne, vas-y. j'en glisse un peu plus d'une, j'en glisse 3. Plusieurs questions sur comment vous réussissez à rendre disponibles les agents sur ce temps de discussion. Est-ce que c'est du temps de travail? Qui a formé les encadrants? Et quand il y a des décisions qui sont prises à la suite d'un EDT, une idée intéressante, qui la valide? Voilà, 3 questions avant que vous passiez aux enseignements. Oui. Alors, la première question, vous disiez sur... Pour rendre les personnels disponibles, et est-ce que c'est du temps de travail? C'est du temps de travail, on le fait sur leur journée de travail, donc on a pris un temps dans la journée où on sait qu'elles sont plutôt disponibles. Sur cette période-là, on a toujours des interventions des bébés qui ont besoin durant l'heure, donc il y a une personne qui se détache si nécessaire pour aller répondre aux questions, aux besoins, aux désaturations, à ce qui se passe dans l'unité. Et puis, en visioconférence, on leur donne des heures, évidemment, puisque c'est un temps de travail.
Mais en général, on met ça à un horaire où on sait qu'elles sont plus disponibles. Ça nous est arrivé une seule fois de vraiment être en difficulté avec les équipes qui étaient complètement prises. Il y avait personne qui pouvait se détacher des entrées à venir. Et là, on a estimé qu'il n'était pas possible de pouvoir avoir un temps dédié d'1 heure. Donc, on a décalé de 2 jours, mais on n'a pas annulé. On n'a jamais eu le besoin d'annuler. Une ou deux fois où on s'est dit, on s'est demandé si on allait pouvoir avoir du monde parce que 10 minutes après l'horaire, il y avait toujours personne en salle de staff. Et au final, elles se sont toujours détachées, elles ont trouvé le temps. Et hormis urgence absolue dans le service, je pense que c'est quelque chose qui leur convient puisqu'elles trouvent le temps de le mettre dans leur journée. Et je rajouterais un petit mot concernant l'équipe médicale, parce qu'évidemment, il est fondamental que ces espaces de dialogue soient faits en pluriprofessionnalité. Et donc, en fait, on a privilégié un moment dans la journée entre deux tours infirmiers pour que les personnels paramèdes puissent participer le plus. Et parmi les médecins, eh bien, on arrive toujours à ce que médecin de compte rendu ou un médecin qui est en non clinique puisse se détacher pour participer, voir les médecins qui sont en salle si c'est à peu près calme. Euh, voilà pour l'organisation au sein du service. Après, la deuxième question, Qui a c'était sur la formé, formation. voilà, vous disiez que les animateurs ont été La formés. formation, alors peut-être Pierre voudra prendre la parole aussi. En fait, la formation a été très bien organisée à la paix. C'est-à-dire que on a bénéficié d'une formation par un cabinet de conseil. C'est une formation en 2 étapes. Une étape d'une journée d'un séminaire d'une journée avec les aspects théoriques et puis une mise en pratique sous forme d'un jeu de rôle. Et puis après, un accompagnement de 2 demi-journées, c'est-à-dire les 2 premiers EDT qu'on a fait dans le service. Ils ont été faits en présence des formateurs avec un débriefing ensuite. Et c'est une technique euh, très efficace pour une formation. Une formation. Alors, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir une formation, hein. Par contre, on ne peut pas s'improviser sur des EDT sans avoir de formation spécifique, à mon avis. Et Pierrette, peut-être, vous voulez rajouter un petit mot? Alors, c'est très bien expliqué, hein. En effet, ça nous a semblé très important et ça fait partie des enseignements qu'on a pu tirer de notre phase d'expérimentation. Très important de mettre en place des formations qui ne soient pas des formations traditionnelles avec 2 jours en salle et puis hop, ensuite les services se débrouillent. Donc, ce choix qui a été fait d'une formation en 2 temps, d'abord une journée donc en salle, puis 2 demi-journées d'accompagnement au sein de chaque service avec une aide à la préparation des 2 premières séances, un soutien dans l'animation et des débriefings et conseils à l'issue de chaque séance. C'est sans doute l'un des points forts de cet accompagnement. En tout cas, c'est ce que nous remontent les différents services. Alors après, il y a un autre point aussi, c'est qu'on a posé comme condition que les services viennent représenter en binôme médico-soignants pour ce qui est des services de soins. Et ça nous a semblé tout à fait essentiel aussi que cette démarche ne devienne pas la démarche des paramédicaux, puisque ça peut être, disons, un biais possible. Et donc, on a vraiment beaucoup insisté là-dessus. Donc, lorsqu'un service s'engage dans la démarche, l'une des conditions de départ, c'est qu'il y ait un accord au niveau de l'encadrement médico-soignant pour venir ensemble se former et déployer ensemble par la suite ces espaces de dialogue sur le travail. Et puis la dernière question qui avait été posée avant que vous repreniez le fil, c'était qui a acté les quelques décisions, les quelques solutions que vous avez identifiées, que vous avez présentées, qui a acté le fait qu'elles s'appliquaient? Alors, en fait, c'est toute la démarche de l'EDT qu'il faut bien expliquer aux équipes, c'est-à-dire la règle du jeu, c'est que les décisions qui sont prises en EDT, les propositions qui sont issues de l'EDT, elles sont validées de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une couche supplémentaire de validation. On met en place une nouvelle organisation et puis après, on voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, eh bien, la question va remonter à l'occasion de la nouvelle ODT et on pourra faire évoluer les choses.
Ça fait partie un petit peu du contrat, entre guillemets, de la mise en place des EDT. D'accord. Merci. Charlotte, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Quand on fait un EDT, on enlève notre casquette de cadre, en fait. On s'extrait un petit peu du service. Évidemment, il y a un cadre qui est là parce que il y a ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Mais elles en ont conscience. Et quand on leur redonne les règles et leur dire, bah, vous trouvez les solutions et ensuite pour la mise en place, ce n'est pas le cadre qui fait la mise en place. On est là pour accompagner, mais on n'est pas là pour faire la totalité. Déjà, ça modifie le sujet initial souvent et ça modifie la manière de le traiter. Donc, quand on accompagne ces EDT en binôme, effectivement, s'il y a des choses qui sont totalement infaisables, on va être là pour l'indiquer. Mais par contre, globalement, ce sont des choix qui viennent de l'équipe et elles se rendent compte qu'à leur niveau, ça doit être possible de le mettre en place. Alors peut-être pourriez-vous nous dire finalement, même après ces quelques premiers mois de mise en place, qu'en retirez-vous comme point positif ou peut-être comme point un peu de challenge? Absolument. Vous pouvez peut-être afficher Oui, la diapo. voilà. Voilà. Puis donc, parmi les points positifs, d'abord, nous pensons que les équipes se sont bien appropriées l'exercice et ont bien compris le cadre. Ça nécessite évidemment pas mal d'explications, hein, c'est-à-dire que vous avez retenu que on fait un EDT dans chaque secteur, enfin un EDT dans un secteur un mois, le mois suivant dans un autre secteur, etc. Donc dans les 3 secteurs, et puis un EDT commun la 4e fois. Donc à chaque fois, on a réexpliqué les choses, hein, c'est-à-dire on a réexpliqué le cadre pour que toutes les équipes puissent avoir entendu un petit peu comment ça se passait. Un autre point très très positif, c'est l'engagement des équipes, hein, leur participation. À chaque fois, à chaque session, on a eu une participation assez, très représentative en termes de pluriprofessionnalité, depuis des auxiliaires, en passant par les médecins, les secrétaires, les kinés, les infirmières. Et ce qui était très positif aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans les EDT, la participation augmente en fait, et en particulier dans l'EDT qu'on a fait sur la totalité du service. En fait, les personnels qui avaient participé au premier sont revenus, hein, ce qui nous a paru très très positif. Vous pouvez nous dire si la participation est volontaire, du coup, c'est ce qu'on... Ah oui, c'est complètement volontaire. Oui. Oui. Et le nombre de personnes à peu près, de participants? Ça dépend du nombre de professionnels ce jour-là dans le service, mais globalement, on est à minima sur une dizaine de professionnels. J'allais dire Et puis, quand on fait l'ensemble des services, on arrive facilement à 20. Oui, ce qui est intéressant, du coup, si on comprend bien, c'est que finalement, vous avez réussi à installer une modalité qui permet un travail collectif avec une diversité, une pluralité de professionnels, mais ce ne sont pas forcément toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du mouvement compte tenu des contraintes, compte tenu des affectations, compte tenu des urgences. Et finalement, vous avez créé les conditions qui permettent que chacun soit au courant finalement de ce qui se fait d'une réunion à une autre. Oui, alors il y a deux points dans votre question. Il y a la façon dont on fait le retour des EDT au reste de l'équipe, et puis la façon dont les gens peuvent être amenés à participer ou reparticiper. En fait, l'idée de l'EDT en termes de participation, c'est que l'équipe soit suffisamment intégrée, que ces EDT vont avoir lieu de façon régulière, pour qu'elles se disent que si elles ne peuvent pas participer à un EDT un jour, elles pourront la fois suivante ou la fois d'après, et puis elles auront forcément l'occasion de faire remonter ce qu'elles souhaitent. Ça, c'est la première chose. Et puis
La deuxième, c'était comment on fait pour retransmettre les comptes rendus, enfin des EDT. En fait, on fait des comptes rendus qu'on met à disposition de tout le monde sur le commun du service et puis qu'on diffuse par les newsletters aux infirmières et par mail aux médecins. On peut revenir Oui, peut-être on sur peut la revenir sur sur du le bilan, bilan que si vous vous avez. voulez. Donc, alors, en fait, on s'est assez facilement approprié la méthode, hein, je crois, ce qui a permis une animation Assez équilibrée hein, entre nous, clairement. Euh, avec, c'est un dialogue qui est très structuré hein, en réalité, et c'est ça qu'il faut, c'est ça la compétence qu'il faut acquérir, hein, c'est parvenir à bien structurer ce dialogue et du coup maîtriser le temps, parce que c'est aussi le gage que ça va fonctionner, c'est-à-dire que si on part dans une réunion dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les gens. Là, on leur dit, dans 1 heure, vous êtes libérés. Et c'est plus facile. Et je crois que, oui, comme on disait, les équipes ont bien compris le, le cadre et l'outil. Et clairement, on a, je pense, une circulation très fluide de la parole. Il y a beaucoup de bienveillance, de la confiance, du respect, de l'écoute, contrairement à ce que certains pourraient craindre. On ne s'est pas pris dans la figure des revendications difficiles. Les choses sont dites, mais elles sont dites de façon posée et bienveillante. Euh, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi pu bénéficier de la mobilisation l'engagement de un petit peu tout le monde. Et cette pluriprofessionnalité, finalement, ça permet à chacun de prendre conscience des contraintes des uns et des autres, hein. Par exemple, on a eu un EDT en pédiatrie où le sujet, c'était la difficulté de mobiliser le médecin de garde en réanimation pour gérer les petits les difficultés qui peuvent émerger en pédiatrie. Et puis, les infirmières ont pris conscience que le médecin de garde en réa, il est sous l'eau pendant la nuit. Et puis, le médecin de garde, les médecins ont pris conscience que les infirmières de pédiatrie, du secteur de pédiatrie néonatale, pouvaient se sentir parfois très seules. Et donc, ça aboutit à un déplacement de la responsabilité médicale sur le pédiatre de maternité pour gérer les problèmes de la pédiatrie, par exemple. Euh, donc, la pluriprofessionnalité, c'est vraiment aussi très important pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu les difficultés qu'on chacun peut rencontre. et le ressenti que chacun peut avoir. Parmi les autres points positifs, les sujets sont très variés. Et à chaque fois, les équipes ont su trouver des solutions pragmatiques et raisonnables, hein. Oui. Là, pour le coup, avec la mise en place possible des décisions la plupart du temps. Alors évidemment, il y a des challenges ou des points de vigilance. D'abord, la taille du service, hein, je vous ai dit, on est plus de 180 personnels, donc c'est plus difficile de faire passer l'information partout. Alors, on a différents canaux. On a les newsletters, les mails pour les médecins, on a une boucle WhatsApp, on a l'affichage, etc. Et malgré tout, il y a toujours des gens qui disent, ah bah, je n'étais pas au courant. Mais bon, petit à petit, nous avons confiance et on va pouvoir... tout le monde va finir par être au courant certainement. Le deuxième challenge, c'est la charge en soins dans le service, hein, qui peut rendre la mobilisation difficile le jour J quand il y a plusieurs urgences en même temps, hein. Donc Charlotte vous a dit qu'on a dû reporter un EDT de 48 heures une fois parce que le jour J, personne ne pouvait se rendre disponible. Parmi les autres challenges, il y a
les sujets, la complexité des sujets parfois, hein, dont des sujets, et c'est peut-être un petit peu la, La limite. le principal challenge ou la principale limite peut-être de l'exercice, c'est que quand les sujets concernent des problématiques structurelles comme des pénuries de médicaments parce que le fournisseur n'a pas livré la pharmacie ou que les problématiques sont directement liées aux sous-effectifs infirmiers, bien la possibilité de trouver des solutions pragmatique au sein du service est plus limité. Un autre challenge, c'est garder une posture de neutralité en tant qu'animateur de l'EDT, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner les solutions, surtout pas, les solutions, elles doivent remonter. Et donc, on n'est pas là pour faire des suggestions, on est là simplement pour faciliter la parole et encadrer l'échange, mais on ne doit pas injecter d'informations. Et il faut aussi accepter que toutes les solutions ne soient pas évoquées. Et en se disant, c'est pas grave, les solutions pas évoquées, bah, peut-être que si le problème n'est pas complètement réglé, il va remonter à un prochain EDT et puis on pourra avancer et creuser les choses comme ça. Et puis, un autre challenge, ça on en a un petit peu évoqué, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la réappropriation des solutions proposées par les personnels non présents, hein, puisque même quand on est beaucoup, on est 15, maximum 20, et donc le reste des 180 personnels, il faut aussi qu'ils puissent être informés des décisions prises et puis qu'ils l'acceptent aussi, hein. Et donc, ça passe aussi par beaucoup de communication. Donc, on vous a dit comment nous, on faisait pour diffuser les décisions prises, hein. On en parle aussi en réunion de service. On essaye de passer par tous les canaux possibles. Et puis, il faut aussi que les autres personnels acceptent les décisions prises, et ça passe par l'explication de la règle du jeu. La règle du jeu, c'est la décision est validée au moment de l'EDT, et puis si ça ne convient pas, on revient dessus lors d'un prochain EDT, et puis on ajuste si besoin. Et puis le dernier challenge, c'est un challenge qui est commun à toutes les démarches aussi de qualité des soins en général, hein, le suivi des actions, c'est-à-dire que les décisions prises soient effectivement mises en œuvre. Et puis bon, on a quelques actions qui vont nécessiter Un peu de temps. qu'on booste un petit peu les gens ou prendre un petit peu plus de temps. Merci Voilà. Elsa, merci Charlotte, merci pour ce témoignage très concret, très incarné. Je crois qu'il a suscité quelques questions complémentaires que nous allons prendre avant de revenir avec Pierrelle sur les enseignements. Oui, alors est-ce que les intérimaires, les stagiaires, les nouveaux peuvent participer à un EDT? Est-ce que c'est Oui, ouvert à alors tous? les intérimaires dans le service, on fait que de l'intérim long, tout simplement parce que l'hyperspécificité rend impossible le fait de faire venir quelqu'un seulement une journée. Donc, ce sont des gens qui sont intégrés à l'équipe et ils font partie intégrante des équipes. Quand ils sont là 6, 9 mois, on les connaît et ils sont là au même titre qu'un autre. Les étudiants et les nouveaux professionnels sont tout à fait en capacité de venir. On les intègre et ils ont aussi, eux, des temps de discussion avec la psychologue. Donc, quand ils ont besoin d'évoquer des problématiques, parce que quand on est jeune professionnel ou nouveau ou étudiant, c'est pas forcément facile de prendre sa place. Ils ont tout à fait l'opportunité de venir et généralement ils sont là. Et puis après, s'ils n'hésitent pas à prendre la parole, ils sont pris en compte au même titre En que fait, les autres. le principe, c'est que c'est ouvert, hein. On annonce Oui, l'EDT et puis c'est ouvert à oui. tous les membres du service qui souhaitent participer. On a aussi les internes et les Mm. externes qui étaient présents sur plusieurs EDT. Bien. On nous demandait aussi, il y a un petit moment, comment étaient choisis les sujets dont vous traitez. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de la suite de la présentation, Pierrelle. Euh, non, donc on va expliquer. Donc, le principe de l'EDT, c'est que il n'y a pas d'ordre du jour, et c'est-à-dire que le sujet traité est choisi par les participants.
Et donc, je vous ai dit, c'est un dialogue structuré et qui va commencer par interroger les participants sur qu'est-ce qui les a empêchés de travailler sereinement récemment, enfin, ou les dernières semaines récemment. Et donc, un certain nombre de sujets vont être proposés. Et après, on va leur demander de voter pour le sujet qu'ils souhaitent traiter le jour J. Et donc, chacun vote, chacun peut voter plusieurs fois sur plusieurs sujets, et c'est le sujet qui recueille le plus de votes qui est traité. Et les autres sujets, ils peuvent être traités à une autre occasion, une fois suivante. Si le problème persiste, hein, bien sûr, et il est toujours perçu comme étant important. Donc, le sujet, il est choisi par les participants le jour de l'EDT. Merci. Alors, Pardon. contrairement à ce que peuvent penser certains, on n'ouvre pas une boîte de Pandore quand on traite les sujets parce que les règles ont été rappelées en amont. Donc, du moment où on rappelle la règle, on leur dit c'est vous qui amenez le sujet, mais c'est aussi vous qui amenez les solutions, ça cadre les choses et ça facilite le dialogue. Très bien. Merci pour ces précisions. Et donc, plusieurs autres questions qu'on garde pour la suite. Merci aux auditeurs. Merci à vous, encore une fois, Elsa et Charlotte, pour ce témoignage dont on a envie de suivre les suites. On imagine que tout ça va fructifier dans votre service. Je vous propose maintenant de passer avec Pierrelle Boursali aux enseignements finalement que vous tirez aujourd'hui de ce déploiement des espaces de discussion sur le travail et surtout en termes de conditions de réussite, qu'est-ce qui vous semble être les principes ou les prérequis nécessaires pour installer ce genre de démarche? Alors, ce que nous retenons à ce stade, donc dans un premier temps, c'est l'importance des expérimentations qui ont été conduites donc entre 2020 et 2023 et qui ont véritablement permis de tester des approches assez différentes. Donc au démarrage, on a tâtonné avec les services, c'est-à-dire qu'on a expérimenté différentes manières de rentrer dans le sujet. On s'est beaucoup questionné, par exemple, sur est-ce que un EDT se fait au sein d'une même filière métier, donc entre paramédicaux d'une part et entre médecins d'autre part? Est-ce que l'intérêt, c'est justement de les réunir et de les mixer au sein de même espace? Et bon, finalement, c'est le choix qu'on a fait, comme vous l'avez compris, puisque les EDT qu'on déploie désormais sont pluriprofessionnels. Mais voilà, donc ces expérimentations, elles ont été très, très fondatrices et elles ont permis une chose non négligeable qui était de faire la preuve de l'intérêt de la démarche, d'ajuster la méthodologie, d'en identifier aussi les limites et les conditions de réussite. L'autre point qui nous semble intéressant à partager aujourd'hui, c'est l'importance de nos partenaires internes. Donc, je prends cette expression-là pour dire qu'on n'a pas porté le projet tout seul, évidemment. Et c'était très, très important pour nous. Donc, il y a des directions locales qui ont cru et qui ont été intéressées par ces projets-là, des services qui ont été volontaires et qui se sont engagés à bras-le-corps avec nous dans ces expérimentations. On a aussi la direction de la communication au siège qui nous a vraiment beaucoup aidé, notamment, on va y revenir, mais à concevoir un certain nombre d'outils pour faire connaître la démarche. Et on a aussi nos partenaires externes, notamment la DGAFP qui nous a aidé à financer un projet de recherche-action, l'ANACT, qui a toujours suivi de plus ou moins loin le déploiement de ces expérimentations. Donc ça, c'était non négligeable parce qu'à un moment donné, il s'agit quand même de faire savoir que ça existe et d'en montrer l'intérêt. L'autre point, donc, c'est qu'il nous a fallu structurer un écosystème interne, donc un réseau d'acteurs. Dans les faits, comment ça s'est passé? Donc, on a informé du coup les COMEX et les comités médicaux d'établissement de la manière dont on envisageait de déployer les EDT au sein de la PHP. On a formé, on est toujours en train d'ailleurs de former des directeurs, donc à la fois fonctionnels, mais également de direction médico-universitaire. Donc, ils sont en charge de promouvoir la démarche dans leur périmètre et d'identifier aussi les services qui sont prêts pour être formés, qui souhaitent s'engager dans cette démarche. Et par ailleurs, donc, on est en train de former des professionnels ressources qui sont
des sortes de référents EDT en proximité et qui ont pour objectif de suivre de près le déploiement dans la durée, mais aussi d'animer des communautés de pratique localement. Et leur rôle est tout à fait essentiel puisque, pour notre part, on ne peut pas être évidemment en proximité de tous les services. Donc, je parlais du rôle de la communication, qui a été aussi vraiment très important dans notre cas. Donc, pour faire connaître la démarche, expliquer de quoi il s'agit concrètement. Ils nous ont aidés à, quelque part, à vulgariser, à simplifier des messages, mais aussi et surtout à susciter l'envie en concevant des petites vidéos pédagogiques, des messages, des retours d'expérience, etc. L'autre point, mais vous l'avez compris, c'est la formation et l'accompagnement. Et ça, c'est pas des moindres, puisqu'il est absolument nécessaire d'outiller les encadrants. Alors, à la fois en termes de technique d'animation, mais aussi de posture. Vous l'avez compris, c'est un exercice différent de celui dont les encadrants ont l'habitude, même si ça peut donner l'impression qu'ils le font déjà. C'est souvent ce qu'ils nous disent d'ailleurs. Est-ce que vous croyez qu'on vous a attendu pour dialoguer au sein de nos équipes? Non, bien sûr, mais ils le font souvent pas de la même manière. Et donc, ça, c'est un point tout à fait essentiel. Et puis, le dernier point, c'est évidemment l'implication des directions de nos GHU et des équipes RH qui portent localement le déploiement et donc qui ont un rôle tout à fait essentiel. Alors, bien sûr, il nous reste encore du chemin à parcourir pour généraliser la démarche, puisque notre projet de déploiement, il est assez ambitieux, puisque on s'est dit en 2027, tous les services de l'AP formés, il y en a près de 900, donc on a encore du travail. Et l'enjeu, c'est bien sûr aussi d'inscrire ces pratiques-là durablement dans notre institution, mais on est confiant, les débuts sont très prometteurs et les services adhèrent. Merci Pierrelle, je crois que nous allons pouvoir prendre quelques questions. Oui, alors plusieurs questions sur le rôle du cadre et des questions qui interrogent la liberté de parole de l'équipe quand c'est le cadre qui anime. Donc on a eu un témoignage qui nous a donné à voir que c'était une autre posture et un autre rôle pour le cadre. Mais voilà, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, Pierrelle, sur le rôle du cadre et est-ce qu'il y a de la liberté de parole quand le cadre anime et est-ce que c'est un prérequis essentiel? Un deuxième lot de questions autour des décisions dans ce cadre-là. Vous nous avez dit qu'elles se prenaient dans les contours avec les personnes qui participent dans ce contour-là, mais ceci étant, quand elles impliquent des augmentations de budget ou de la réorganisation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui permet de s'articuler avec les autres instances de décision? Et est-ce que vous avez noté que certaines pistes d'action qui ont été identifiées dans certains espaces de discussion aient fait de la transversalité, et contribué à créer des normes, entre guillemets, des pratiques communes? Est-ce que d'un espace de discussion à l'autre, il peut y avoir du partage de solutions, même si pour l'instant la mise en œuvre est récente encore? Alors, sur le rôle du cadre, donc c'est un parti pris, encore une fois. Je ne dis pas que c'est la seule manière de faire, mais en tout cas, c'est le choix qu'on a fait au sein de la PHP, eu égard aux expérimentations qu'on a suivies pendant ces quelques années. Il nous semble en fait que c'est important que le cadre, d'une part, entende la manière dont les choses se passent pour les membres de son équipe. Et c'est souvent des messages que l'équipe souhaite adresser à son encadrement. Donc, ça nous semble vraiment important que l'encadrement ait cette position d'ouverture et d'écoute à l'égard des membres de son équipe. Il nous semble aussi que même si c'est pas toujours facile d'entendre ce qui remonte, comme l'évoquaient très bien mes collègues, il n'empêche qu'il y a des règles qui permettent quand même que les choses s'expriment avec une forme et avec une attention portée qui font que les messages s'adressent de manière constructive. En tout cas, c'est vraiment toujours l'objectif qui est rappelé et rappelé à nouveau si besoin était lors des séances. Donc voilà, et comme vous l'avez compris, il y a des décisions qui se prennent, alors qui sont parfois des petites décisions, mais qui vont quand même ensuite amener à des modifications d'organisation, même si elles ne sont pas toujours majeures, ça peut être des petites décisions.
Mais du coup, il faut que les personnes qui animent ces EDT soient investies de ce pouvoir de décision. Si elles ne le sont pas, finalement, ça risque de fonctionner un peu en vase clos et de ne pas permettre vraiment d'enclencher derrière un certain nombre d'actions. Donc voilà, ça nous semble important. Alors bien sûr, les EDT, et je l'ai dit au démarrage et je le redis, ça n'est pas une baguette magique et ça n'est pas une solution à toutes les problématiques, y compris des problématiques structurelles importantes comme celles qui ont pu être évoquées. Néanmoins, ça permet quand même de résoudre beaucoup de sujets du quotidien qui peuvent trouver des formes de réponse localement. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir, et on verra d'ailleurs dans 1 an, dans 2 ans, comment les choses vont évoluer, mais on voit que on a été interpellé, par exemple, sur la question des problématiques interservices. Alors, vous, à Necker, vous parliez des problématiques intersecteurs au sein d'un même service, mais après, c'est valable aussi entre des services. Et donc, on commence à voir émerger, du coup, d'autres demandes. Et donc, on va accompagner à partir du mois de septembre une expérimentation, cette fois plutôt destinée aux cadres, par exemple à l'échelle d'un site, qui vont se réunir donc justement entre services pour aborder des problématiques, disons, au niveau supra. Et donc, on voit que finalement, petit à petit, il s'agit d'accompagner et d'organiser ces remontées de problématiques transverses et de voir comment on peut avancer aussi sur leur résolution. Donc, c'est un démarrage qui, du coup, part des services, mais qui nécessairement amène aussi voilà, à repenser l'articulation parfois entre services. Merci beaucoup Pierrelle pour ces éclairages. Nous approchons maintenant de la fin du webinaire. Et avant de conclure et avant de vous remercier encore une fois, je voulais évoquer le fait que la thématique des espaces de discussion sur le travail, vous allez pouvoir retrouver un ensemble de ressources sur le site santé-travail-fp.fr, qui est un site partenarial avec la MGEN, qui propose un ensemble de ressources dédiées fonction publique autour de la qualité de vie et des conditions de travail et de la prévention des risques psychosociaux. Donc c'est une plateforme voilà, qui vous permet d'accéder à un certain nombre de ressources, de témoignages, dont ceux de la PHP, et qui présente notamment la méthodologie de mise en place telle que vous l'avez décrite, même si nous la présentons de manière plus générique. Évidemment, à la PHP, il y a des spécificités qu'on a bien entendues. Et vous pourrez donc trouver des documents ressources pour la mise en place d'espaces de discussion sur le travail. Et comme vous pouvez le voir, un certain nombre de témoignages dans la rubrique décryptage. Voilà. Je vous remercie encore. Merci beaucoup Pierrelle Boursali, merci Elsa Kermorvan, Charlotte Patiot, merci Anne pour les questions. Vous savez que vous pouvez revoir ce webinaire en replay et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire cet après-midi même, voilà, sur la chaîne Webikeo de l'ANACT. Merci encore à vous et à très bientôt et bonne poursuite de vos discussions sur le travail.